Donc François Carré qui est en visio avec nous, qui peut-être nous entend pour le moment ou pas. Donc cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, professeur à faculté de médecine de Rennes, président de l'association pour une France en forme et auteur de l'ouvrage Danger Sédentarité. Donc voilà, je pouvais pas mettre tout son CV, mais j'ai pris voilà un petit peu ce qui pouvait interpeller. Donc voilà, François Carré est quand même quelqu'un de plus que reconnu. Ça fait 30 ans, je crois, qu'il se bat vraiment sur cette thématique de la sédentarité et qu'il essaye de mettre en place des choses par rapport à ça. Je vous propose de démarrer, du coup, avec l'intervention de François Carré, maintenant. Alors François, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, très bien. Eh bien François, c'est à toi. Alors, est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, on les voit. Très bien. Tout d'abord, avant de commencer à vous présenter ma communication, je tiens à féliciter Thomas quand j'ai entendu parler de son projet et j'ai trouvé que c'était quelque chose de formidable. Je ne vais pas dire d'original parce que vu le titre des jeux originaux, mais c'est quelque chose qui sort complètement des sentiers battus, qui va plaire à tout le monde et qui devrait faire bouger le plus grand nombre. Donc je ne pouvais que m'associer à son action. Comme il l'a dit, ça fait 40 ans que je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité. Et dans notre service, je pense que c'est toujours pareil parce que je suis semi-retraité, nous avons tendance à prescrire l'activité physique en 1 sur nos ordonnances avant les médicaments. Donc notre objectif pour notre santé, c'est se lever. C'est très important parce que, en fait, on va voir qu'il y a des choses qui sont mal connues et qui sont importantes. Tout d'abord, la santé. Qu'est-ce que c'est? La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a dit en 1946. Ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc bien retenir ces 3 choses, bien-être à la fois physique, mental et social, et bien souvent, et en particulier nous les médecins, on oublie le caractère social. En fin de compte, pour moi, la santé, c'est ma qualité de vie. Si j'ai une bonne qualité de vie, a priori, j'aurai une bonne santé. Et c'est ça qui est essentiel. Prendre soin de sa santé en 2023, en fait, il faut bien retenir une chose qui n'est pas toujours facile à accepter, c'est que notre santé, elle dépend avant tout de nous. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs de risque qui vont augmenter le risque de développer une maladie, qui vont aggraver la maladie si je l'ai, qui dépendent de nous. Par exemple, bien sûr, le tabagisme, en tant que cardiologue, je vais rapidement régler le problème. Il n'y a pas une cigarette de bonne. Quand on a compris ça, on ne fume pas. La consommation trop importante d'alcool. Et puis, il y a aussi 3 facteurs qui sont très importants, trop importants aujourd'hui. La malnutrition, la mauvaise bouffe, plus exactement la malbouffe, c'est-à-dire la nutrition déséquilibrée en quantité et en qualité. L'inactivité physique, la sédentarité, et je vais vous parler de ça essentiellement. Et puis maintenant, les troubles du sommeil, c'est un peu plus récent. Mais le sommeil insuffisant ou trop important et le sommeil de mauvaise qualité peuvent poser des problèmes. Alors, inactivité physique n'est pas sédentarité, vous avez vu que j'avais séparé les deux, c'est un petit peu nouveau comme notion, ça vient d'études québécoises, et en fait on sait qu'une activité physique, on dit que quelqu'un est inactif quand il ne respecte pas les recommandations que je vais vous présenter un petit peu plus loin, les recommandations d'activité physique journalière. Et puis la sédentarité c'est le temps journalier moyen éveillé que vous passez assis ou couché. Et on sait qu'au-delà de 6 à 7 heures, ce temps peut être délétère pour votre santé. Et en particulier, c'est les périodes assises ininterrompues de plus de 2 heures, donc j'espère que Thomas a prévu une pause si jamais vous allez rester assis plus de 2 heures ce soir, parce que c'est très important pour votre santé. Ce qui fait qu'on peut être, dans l'idéal, actif ou sportif non sédentaire, et que l'on peut être inactif sédentaire, où c'est malheureusement la pire des choses pour votre santé. Si maintenant on regarde les activités physiques, j'ai fait exprès de parler des activités physiques, tout simplement parce que, bien souvent, les gens assimilent activité physique et sport. Non, le sport est une activité physique, mais toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Par exemple, en haut de la diapositive à gauche, vous voyez des gens qui vont faire leurs courses, il y a quelqu'un qui va en vélo à l'école, une personne qui en promène son chien, un monsieur qui emmène son fils à l'école, un petit peu en bas, il y a aussi une dame qui fait du vélo et à côté une personne âgée qui marche avec un déambulateur. Ils font tous de l'activité physique. En fin de compte, l'activité physique, si je simplifie à l'extrême, dès que vous bougez, vous faites de l'activité physique. Après, vous avez l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qu'on va utiliser comme traitement non médicamenteux, qu'on va proposer aux personnes qui sont limitées, soit par une maladie, soit par d'autres
problème, on va essayer de toujours leur proposer une activité physique adaptée. Le sport, j'en parlerai pas plus, puisque jamais je vais dire à un de mes patients, ni à quelqu'un, fais du sport. Je vais lui dire, est-ce que tu bouges dans la journée? Est-ce que tu fais des activités physiques? Parce que c'est ça qui est indispensable à notre santé. Si je veux faire du sport, c'est encore mieux. Mais l'activité physique, ce n'est pas le sport. Un autre point important qui est très mal connu, en particulier de la population, mais aussi de beaucoup de mes collègues, c'est l'importance de votre capacité physique. Votre capacité physique, c'est l'exercice maximal que vous pouvez maintenir pendant environ 5 minutes. Moi, pour mes patients, je leur demande combien vous montez d'étage en 5 minutes. S'ils me répondent 2, ils ont une capacité physique qui est mauvaise. S'ils me répondent 4, ils ont une bonne capacité physique. S'ils me répondent 6, ils ont une très bonne capacité physique. Et pourquoi c'est important? C'est important si vous regardez sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez que vous avez des gens qui sont classés, les hommes, c'est les barres noires, les barres blanches, ce sont les femmes, en capacité physique faible, moyenne, élevée. Et on va regarder dans chacune de ces catégories de capacité physique, combien meurent chaque année de toutes les maladies ou de quelque cause que ce soit. Vous voyez que les gens qui ont une capacité physique faible, les hommes, il y en a 60 qui meurent par an sur 10 000 personnes. Maintenant, je regarde la capacité physique moyenne. Il n'y en a plus que 28. Et la capacité physique élevée, il y en a 20. Donc je vois déjà que ce qui est intéressant, c'est de passer de capacité physique faible à moyenne, puisque la baisse de mortalité est beaucoup plus importante. On n'a pas besoin de tous devenir des champions. Et par contre, rester avec une capacité physique qui nous permet de monter seulement des étages, c'est très mauvais. Et surtout, ce qui est important, et que vous avez dû poser comme question, c'est que là, je vous ai dit des hommes, des femmes, mais je ne vous ai pas dit s'ils sont jeunes ou âgés, et s'ils sont malades ou pas malades. En fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si j'ai un monsieur qui a une capacité physique moyenne, qui a eu un cancer et un infarctus, eh bien, il vivra plus longtemps qu'un monsieur qui a une capacité physique faible, qui n'a jamais été malade. Ça, c'est très important à retenir. Votre capacité physique, le nombre d'escaliers que vous montez en 5 minutes, c'est votre capital santé. C'est votre santé. Et vous n'avez qu'un moyen d'augmenter ce capital santé, c'est de faire de l'activité physique. Aucun médicament n'augmente la capacité physique. Les médicaments diminuent vos symptômes, vos douleurs, pour vous permettre de faire de l'activité physique. Mais si vous n'en faites pas, vous n'améliorerez pas votre capacité physique et vous aurez donc une efficacité moindre sur votre santé. Alors pourquoi est-ce qu'il faut bouger? Pourquoi c'est si important? Donc pour ça, j'ai proposé de vous parler d'abord des dangers de l'inactivité physique. Regardez, ça c'est très facile, une jolie étude où on prend des sujets, ici, qui marchent 10 000 pas par jour. Et on leur demande pendant 14 jours, le délai qu'il y a ici, 14 jours, 2 semaines, de ne marcher plus que 1500 pas, tout en mangeant la même chose. On a fait des bilans sanguins, je vous passe là-dessus, et là je vous montre simplement des scanners. En haut, vous avez le nombril, là, la vertèbre, les masses musculaires, vous voyez les boules musculaires, vous voyez c'est ce que vous avez dans votre dos quand vous palpez votre dos, et tout ce que vous voyez là, c'est le tube digestif. Et les flèches noires vous montrent la quantité de graisse qui est à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de l'abdomen. Or, cette graisse, elle est très mauvaise pour la santé. Nous, médecins, on le sait. Ce n'est pas toutes les graisses qui sont mauvaises. La graisse qu'on a au niveau des hanches, que souvent les femmes trouvent disgracieuse, ne pose pas de problème pour la santé. Mais celle-ci, elle est très mauvaise et on ne l'aime pas. Et regardez le même sujet à qui on refait un scanner 14 jours après, regardez la quantité de graisse qu'il a comparée à là. En 14 jours, j'ai prouvé par cette étude que le fait de bouger moins, accumuler la graisse dans le ventre, et vous allez voir que cette graisse, elle n'est pas du tout bonne pour la santé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous restez assis trop longtemps? Donc là, je reprends le même type d'étude de tout à l'heure, sauf que les gens ne sont pas classés en capacité physique, ils sont classés en nombre d'heures assis devant la télévision. 0 à 3 heures pour la première partie, avant la flèche noire, et là, plus de 6 heures tout au bout. Et pareil, on compte combien de gens décèdent, et dans cette étude norvégienne, on a compté combien de gens décédés par un cancer, et non pas toutes les causes comme tout à l'heure. Eh bien, c'est pas très compliqué. De 0 à 3 heures, vous avez à peu près 40 décès par cancer sur 10 000 personnes par an. Et plus de 6 heures, vous avez 80 décès. Donc, si je vous dis les choses autrement, eh bien, si vous restez assis 6 heures devant la télévision par jour, en moyenne, vous avez 2 fois plus de risque de faire un cancer que si vous restez assis 3 heures. Alors, bien sûr, ce résultat a fait changer complètement la vision des cancérologues qui ont dit à leurs patients, faites de l'activité physique. Surtout qu'il y a un double effet de la sédentarité qui est que quand vous restez assis pendant longtemps,
vous allez libérer une hormone qui s'appelle la gréline, et cette hormone, c'est celle qui vous donne faim. Et généralement, quand vous avez faim devant votre télévision ou devant votre écran d'ordinateur, vous allez aller dans votre cuisine, et c'est rare que vous preniez de la salade dans la cuisine. C'est plutôt des choses bien sucrées ou bien salées, parce que c'est celles-là qui ont du goût. Donc en fait, moins on bouge, et plus on mange. Je me retrouve donc avec un temps assis qui déjà va m'empêcher de bouger, donc me faire accumuler de la graisse, et en plus, je vais manger plus. C'est le double effet de la sédentarité. C'est pour ça que plutôt d'entendre tous ces débats sur le certificat de non-contre-indication au sport, on ferait mieux de parler d'un certificat de non-contre-indication à la vie inactive et sédentaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que chaque année en septembre, il y a toujours une émission de radio ou de télé qui disent « Comment reprendre le sport sans risque ?» C'est dramatique de dire des choses comme ça. Le sport ne présente pas de risque. Ce qui présente un risque, c'est de ne pas en faire. Et je crois que ça, c'est très important à retenir, parce qu'autrement, effectivement, les messages sont faux. Sachez quand même que la vie inactive et sédentaire, c'est la 4e cause de mortalité mondiale. C'est plus mortel que le tabac en valeur absolue dans le monde, et c'est la cause de 40 à 50 000 décès par an en France. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle addiction. Cette addiction, elle s'appelle la chaise. Les gens sont addicts à la chaise. Et les gens sont trompés parce que la chaise les trompe. La chaise leur fait croire que ça les repose. C'est faux. Je vous propose un exemple. Un jour, vous allez rentrer bien fatigué du travail. Asseyez-vous. Attendez un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Levez-vous. Vous êtes aussi fatigué quand vous vous levez. Par contre, quand vous rentrez de cette journée épuisante, allez marcher 10 minutes. Et je vous promets que vous serez moins fatigué après avoir marché 10 minutes. Parce que la marche que vous allez faire va vous donner une bonne fatigue qui va lutter contre la mauvaise fatigue de votre journée du travail. Donc rappelez-vous de ça, la chaise vous ment. Plus vous êtes assis, plus vous êtes fatigué quand vous vous levez et que vous devez marcher. Par exemple, si on regarde les bienfaits de l'activité physique, eh bien on sait que l'activité physique diminue votre risque d'être malade. Sans vous les détailler tous, vous voyez sur la partie gauche de la diapositive toutes les pathologies où c'est bénéfique. C'est formellement prouvé, ça diminue le risque d'être malade d'environ 30% en moyenne. Que ce soit les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, la maladie d'Alzheimer, la dépression, l'ostéoporose, toutes les maladies chroniques sont diminuées quand vous bougez avant d'être malade. Et si jamais vous êtes malade, eh bien l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse qui est validée, et elle diminue les complications de votre maladie et leur mortalité d'environ 20 à 35%. Alors les recommandations, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien elles sont simples. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui les a données. Elles ont été un petit peu adaptées au niveau français. Peu importe, on arrive au même résultat. Il faut toujours limiter votre temps journalier passé assis. Si vous êtes assis 11 heures par jour, essayez de passer à 10h30. Et surtout, ne pas rester assis sans interruption pendant plus de 2 heures, parce que là, vous accumulez beaucoup de risques pour votre santé. Maintenant, concernant l'activité physique, si vous êtes adulte de moins de 65 ans, vous devez chaque jour, j'insiste sur le chaque jour, faire au moins 30 minutes d'endurance modérée et de renforcement musculaire. L'endurance modérée, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le cardio, et vous êtes essoufflé un peu, puisque vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas chanter. Le renforcement musculaire, c'est quoi? C'est monter et descendre des escaliers, par exemple, ou bien monter des côtes et les descendre. Vous faites du renforcement musculaire sans vous en rendre compte quand vous marchez dans la rue, en réalité. Et puis, quand vous avez plus de 65 ans, c'est la même chose. Chaque jour, on fait ces 30 minutes, et on y ajoute un travail d'équilibre pour éviter un petit peu, diminuer le risque de chute. Pour les enfants, c'est pas 30 minutes, c'est 60 minutes. 60 minutes d'activité physique modérée. Je suis essoufflé, je peux parler, je peux pas chanter. Ou intense, je ne peux ni parler, ni chanter parce que l'essoufflement est trop important. Ces 30 minutes ou ces 60 minutes peuvent être fractionnées ou continues. Je prends un modeste exemple, le mien. Ça fait 12 ans que pour moi, une journée ne dure pas 24 heures, mais 23h30. Pourquoi? Parce que j'ai 30 minutes à caser d'activité physique, quoi qu'il arrive. Alors comment j'ai fait? Très compliqué. Je me gare à 1 km de mon hôpital, ça me fait marcher 10 minutes le matin, 10 minutes le soir pour retrouver ma voiture, et je marche 10 minutes après manger. Je pense pas que je sois Superman. Ah, c'est vrai, je fais quand même un gros effort, je dois me lever 10 minutes plus tôt le matin pour pouvoir marcher de ma voiture à l'hôpital. Mais je sais que ces 30 minutes sont indispensables à ma santé. Donc en réalité, quand on reprend les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est simple, chaque jour, chaque pas que vous faites en plus, chaque minute que vous passez en moins assis, c'est bon pour votre santé. C'est là-dessus qu'il faut partir. Si vous faites 5 minutes de marche par jour aujourd'hui, ne vous dites pas « faut que j'en fasse 30 », dites-vous « faut que j'en fasse 10 ».
Et puis après, vous essayerez d'arriver à 30. Alors comment ça marche, tout cela? Eh bien, tout d'abord, quand vous restez assis, vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, ce schéma n'est pas de moi, c'est une personne qui faisait partie d'une assistance quand j'ai parlé en public, et qui était malvoyante et qui dessinait en fonction de ce que je disais. Quand j'ai décrit la sédentarité, elle a parfaitement dessiné cette personne qui est assise et dont le corps s'encrasse, qui va avoir des toiles d'araignée, des araignées. Son corps devient complètement inefficace. Pourquoi il devient inefficace? Parce que, comme vous le voyez à droite, eh bien, quand vous êtes assis, vous avez 500 ml de sang dans vos jambes. Ces 500 ml ne peuvent pas bouger. Vous n'avez qu'une façon de faire remonter ces 500 ml de sang dans votre cœur, c'est de contracter vos muscles. Vous êtes assis, vous n'allez pas les contracter. Donc votre cœur, qui envoie d'habitude 5 litres de sang dans le corps, n'envoie plus de 4 litres 5. Donc chaque organe est moins bien perfusé. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous vous rendez compte, quand vous restez trop longtemps devant l'ordinateur, que vous relisez 4 fois la même ligne. Vous n'êtes pas devenu débile. Votre cerveau n'est plus perfusé. Vous vous levez, vous marchez 3 minutes, vous vous asseyez, formidable. Vous redevenez intelligent, vous relisez parfaitement vous comprenez parfaitement ce que vous êtes en train de dire. C'est la même chose pour le pancréas. Le pancréas, c'est l'organe, c'est une glande qui libère l'insuline, qui baisse le taux de sucre dans le sang. Eh bien, quand vous restez assis 7 heures, je peux vous le dire, au bout des 7 heures, votre taux de sucre est trop élevé, et surtout la nuit d'après, votre taux de sucre dans votre sang, toute la nuit, va être trop élevé. Et ce taux de sucre abîme vos vaisseaux. Ce serait pareil pour la pression artérielle. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse graisse intra-abdominale. Cette fameuse graisse intra-abdominale, eh bien, comme vous le voyez à droite, le monsieur qui a présenté ici, quand la graisse s'accumule, il va avoir une augmentation de son tour de taille. Et ça, c'est très mauvais. Parce que si votre tour de taille augmente, ça veut dire que vous accumulez de la graisse dans votre ventre. Et cette graisse, non seulement les cellules graisseuses, comme vous voyez ici, gonflent, elles deviennent plus grosses, mais surtout elles libèrent des petites substances que j'ai schématisées en rouge, qui vont diffuser dans tout l'organisme. Et ces substances, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent le niveau d'inflammation et de stress oxydant, elles baissent vos défenses immunitaires. Tiens, ça me permet de comprendre pourquoi les gens en surpoids ou les gens qui présentent une obésité vont avoir plus de cancer que les gens qui ne sont pas en surpoids. Eh bien, tout simplement, tout ça, ça favorise toutes les maladies chroniques, quelles qu'elles soient. L'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, l'infarctus du myocarde, la maladie d'Alzheimer, etc., etc. Tout ça parce que avoir une inflammation trop élevée, avoir un stress oxydant trop élevé, eh bien, ça favorise toutes les maladies chroniques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous bougez? Alors, pour vous expliquer très simplement, je suis reparti d'Homo sapiens. Homo sapiens, votre ancêtre, le mien, eh bien, Homo sapiens, il avait dû développer 2 parties de ses gènes. Une partie qui lui permettait de stocker les graisses parce qu'il ne mangeait pas tous les jours, et une partie qui lui a permis de devenir l'animal le plus endurant, parce que Homo sapiens, pour manger, il fallait qu'il tue des animaux, et pour tuer des animaux, il n'avait qu'une façon, c'était de courir derrière jusqu'à ce que l'animal soit épuisé, et puis là, il le tue avec un caillou. Parce qu'il n'avait pas de fusil à lunettes, Homo sapiens, il faut quand même s'en rappeler. Donc aujourd'hui, vous et moi, nous avons les mêmes gènes que nos ancêtres, à 95%, 98%. Ça veut dire que vous avez toujours les gènes pour stocker les graisses, et vous avez toujours les gènes pour bouger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? On ne bouge plus, on reste assis. Par contre, on mange beaucoup. Donc, on stimule nos gènes pour stocker les graisses et nous stockons les graisses. Nous sommes à peu près à 49% des Français adultes qui sont en surpoids. Bientôt, la majorité des Français adultes sera en surpoids. Par contre, nous n'utilisons plus nos gènes pour bouger. La preuve, regardez, on met quelqu'un sur un vélo et on lui fait une petite blague, on lui bloque la jambe droite. Il ne peut pédaler que de la jambe gauche. Donc, il va pédaler d'une seule jambe pendant 20 minutes. Et après, on va lui prélever un petit bout de muscle de la jambe droite et de la jambe gauche. Et on va regarder, comme ici, le nombre de protéines qu'il y a dans la jambe au microscope, ici et ici. Quand vous avez une protéine, ça veut dire que vous avez stimulé un gène. Si vous ne stimulez pas de gène, vous ne pouvez pas produire une protéine. Donc la jambe qui n'a pas bougé a quelques protéines. Et regardez le feu d'artifice de protéines de la jambe qui a bougé. Ça veut donc dire que j'ai restimulé les gènes qu'Homo sapiens avait si bien développés. Parce que je les ai toujours. Et comme par hasard, ces protéines, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans tout l'organisme. Regardez le cerveau, les os, le foie, le tube digestif, la graisse abdominale, tout ça. Et elles baissent l'inflammation. Elles baissent le stress oxydant et elles augmentent l'immunité. Tout l'inverse de ce qui se passe quand vous stockez de la graisse dans votre ventre. Donc j'ai bien la preuve que génétiquement, nous sommes programmés pour bouger. Nous n'avons pas d'autre solution. Si nous voulons vivre en bonne santé toute notre vie, nous devons bouger. Pas faire du sport, bouger
30 minutes chaque jour. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, nous sommes face à un tsunami sociétal d'inactivité physique et de sédentarité. Tout le monde a oublié que cette fameuse vague du tsunami, elle s'était formée il y a des milliers de kilomètres avant. Et bien là, c'est pareil. Ça fait des 50 ans, 100 ans que sans arrêt, nous bougeons de moins en moins, nous sommes de plus en plus assis. Et nous sommes en train de créer un tsunami de maladies chroniques. Alors ça, c'est déjà vu. C'était le tabac. En 1960, tout le monde fumait parce qu'on ne savait pas que c'était dangereux. Et bien aujourd'hui, tout le monde est assis parce qu'on ne sait pas que c'est dangereux. Regardez la preuve. On a posé la question aux Européens en 2018, est-ce que c'est dangereux de rester assis ou allongé? 72% des Européens répondent que non. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils se lèvent? Puisqu'ils n'y croient pas. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas croire que c'est dangereux pour eux. C'est pour ça qu'on en est là où nous en sommes. Et pourtant, regardez les chiffres que je vais vous donner. Ces chiffres font peur. En France, entre 11 et 17 ans, il y a 50% des jeunes Français qui ont un risque sanitaire très élevé. Parce qu'ils regardent, ils sont devant des écrans plus de 4h30 par jour. Ce qui est recommandé, c'est pas plus de 2 heures. Et ils font moins de 20 minutes d'activité physique. Ce qui est recommandé, c'est 60 minutes. Rendez-vous compte qu'en France, nous sommes le 119e pays sur 146 au niveau de l'activité physique des jeunes dans le monde. Et au niveau européen, nous sommes le 22e sur 23e pays. Les jeunes Français ne bougent pratiquement pas. Ils sont parmi les jeunes qui bougent le moins dans le monde. Regardez, alors les adultes, on ne va pas bomber le torse parce qu'en France, 95% d'entre eux ne font pas les 30 minutes d'activité physique ou bien sont assis trop longtemps dans la journée. Alors bien sûr, on va me dire, et alors? Et alors, voilà ce qui est attendu. L'Organisation mondiale de la santé attend d'ici 2030 500 millions. J'ai bien dit 500, j'ai pas dit 50. 500 millions de malades chroniques de plus. Et ça va coûter 27 milliards de dollars pour pouvoir s'en occuper chaque année. En France, c'est le ministère de la Santé et de la Prévention qui le dit, entre 2020 et 2025, nous allons avoir 750 000 à 1 million de malades chroniques de plus. Je pose la question, qui va s'en occuper quand nous voyons que nous n'avons pas assez de médecins actuellement, et qui va payer? Surtout si tous les 5 ans, nous avons de plus en plus de malades. Et puis surtout, ce que ne dit pas le ministère, c'est que ces malades-là, ils vont avoir 30 ans. Ils n'en auront pas 50 comme c'était avant. Avant, les maladies chroniques, l'hypertension artérielle, l'infarctus, etc., c'était 50 ans. Aujourd'hui, c'est 30 ans. Donc, je demande la question, comment va-t-on prendre ces gens? Nous ne pourrons pas tous soigner tous ces malades. Il n'y a qu'une solution, c'est la prévention, et l'activité physique fait partie de la prévention. Alors, bien sûr, quand je dis ça, j'ai l'impression de stigmatiser toute la population. C'est vrai, mais j'essaie d'être objectif. Regardez cette photo. J'ai un grand problème avec les escaliers roulants. Ceux qui connaissent le savent. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne monte pas un escalier roulant, ni pourquoi on ne le descend pas. Alors que quand l'escalier roulant est en panne, on le monte. Et regardez à quoi l'aberration à laquelle on arrive. J'attends que l'escalier roulant se libère pour monter alors que j'ai 14 marches à côté. C'est quand même extraordinaire, quand même. Ça, c'est l'addiction à la chaise. C'est l'exemple typique. Je ne me rends pas compte que j'attends l'escalator pour monter dessus, alors que j'ai 14 chaises. Mais ce qui est très triste, et je vous jure que c'est vrai, c'est moi qui ai pris la photo, ça, c'est des cardiologues qui vont à un congrès. C'est des amis, c'est des collègues, qui devraient tous montrer l'exemple. Eh bien, voilà où nous en sommes actuellement. On ne s'en rend pas compte, c'est une addiction. Alors maintenant, si je viens chez les jeunes me posent beaucoup de problèmes parce que c'est l'avenir. Quand même, il faut connaître les bénéfices prouvés de l'activité physique chez les jeunes. Pour cela, je vous ai quand même rappelé, je vous ai dit tout à l'heure que nous ne bougeons pas, nos jeunes ne bougeaient pas assez, mais regardez le classement de Teams en 2019 au niveau du niveau de mathématiques en CM1, un cours moyen première année. Eh bien, nous sommes avant-dernier devant le Chili. Maintenant, je regarde en 4e, je me dis, bon, on va faire en sorte qu'on rattrape le retard. Bah, pas tellement, parce qu'on a 3 pays derrière. Pourtant, quand vous bougez, quand les jeunes bougent, d'abord, ça améliore leur santé, leur poids, la pression artérielle, le cholestérol, la glycémie, ça améliore la mémoire, ça améliore l'apprentissage, et on a des meilleurs résultats scolaires et moins de décrochage. En plus, dans l'insertion, j'ai un meilleur comportement social et une meilleure estime de soi. Regardez, dans la partie droite de la diapositive, un très joli travail où on a fait des IRM. Alors, les IRM, c'est très intéressant parce que vous avez, c'est un examen qui vous permet de voir le cerveau, par exemple, tous les ans. Regarde, mais le cerveau, ça n'envoie aucun rayon. Donc, il n'y a aucun risque avec cet examen. Ce qui fait qu'on peut le faire aux enfants. Alors qu'avant, on ne faisait pas de radio ou de choses comme ça aux enfants, parce qu'il y a des rayons qui ne sont pas bons. Et là, regardez, ça c'est un enfant. C'est le cerveau d'un enfant en IRM qui est arrivé à l'école. Son papa ou sa maman l'a déposé devant l'école au moment de la sonnerie, parfois en double fil, comme c'est très souvent le cas. Tout ce qui est bleu, ça représente un cerveau qui dort.
C'est-à-dire que l'enfant s'assied, écoute, regarde sa maîtresse ou son maître, et l'écoute, mais il ne comprend rien, parce qu'il dort. Et ceci explique peut-être pourquoi il y a tant d'enfants qui, à la fin de l'année, ne savent pas lire, écrire et compter en CM1, par exemple. Et la maîtresse est contente, l'enfant est sage. Maintenant, le même enfant qui a marché 20 minutes revient le lendemain, et là, on ne l'a pas déposé en double fil, il a marché. Il s'assied, il est toujours aussi calme, parce qu'il a marché. Et regardez son cerveau, tout ce qui est jaune, vert, rouge, c'est le cerveau qui est réveillé. Le cerveau qui va absorber, comme une éponge, tout ce que va dire la maîtresse ou le maître. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que je vous donne aussi un petit conseil pour vous, quand vous avez des réunions matinales, allez donc marcher 10 minutes avant, parce que sinon, on va vous faire croire n'importe quoi pendant la réunion, parce que votre cerveau dormira. Vous connaissiez le réveil musculaire? Eh bien, je viens de vous présenter le réveil cérébral, qui est lié au réveil musculaire. Alors les enfants, une bombe sanitaire, effectivement, ça fait des années que j'essaye d'alerter le monde, enfin le monde, c'est bien prétentieux ce que je dis, les gens qui m'écoutent, que nous avons une catastrophe avec nos enfants. D'abord, voilà ce qui va arriver, le seul qui va vouloir jouer au foot, tout le monde va être assis tous les copains auront un portable assis, vous voyez, soit tout seul, soit à deux, mais éloignés l'un de l'autre, bien évidemment. Et je me demande si l'un d'entre eux n'envoie pas un SMS à l'autre, parce que c'est ça aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont des formes d'autisme parce qu'ils passent leur temps à regarder des écrans des petits. Hein, vous avez 3 fois plus de risque de troubles du langage quand vous êtes petit, moins de 2 ans ou 3 ans, et que vous regardez les écrans. 3 fois plus de troubles du langage. Les enfants ne parlent pas. On leur sève, on leur interdit de regarder les écrans pendant 3 mois, ils reparlent comme avant. Extraordinaire quand même. Ça vous montre les méfaits. Et regardez la capacité physique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chez les collégiens de 2011, elle a diminué de 25% par rapport à 1971. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, je vous ai mis l'évolution du capital santé, donc de la capacité physique, d'un collégien en 1971. Ça monte très haut, jusqu'à 18 ans, ça stagne jusqu'à 30 ans, et ensuite, inexorablement, ça va baisser. Et voilà le collégien de 2011, qui part de plus bas, et qui va mourir plus tôt, puisqu'il part de plus bas. Alors, ça peut être désespérant, pas du tout. Parce que si ce collégien de 2011 décide de bouger ici, il va monter là. Mais encore faut-il qu'il le décide. Or, notre grand problème, c'est qu'un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Si vous n'habituez pas l'enfant à bouger, il ne bougera pas. Si vous n'habituez pas un enfant à se laver les dents, il ne se lavera pas les dents quand il sera adulte. C'est exactement ce qui a été dit en introduction. C'est des choses qu'on apprend très tôt. Alors regardez, nos enfants ne sont pas en pleine santé. Combien de parents me disent « Mais vous me dites ça, docteur, et mon fils, il pète la santé ». C'est faux. Parce que les parents, ce qu'ils voient de la santé, c'est ça, la partie immergée de l'iceberg. Et nous, on voit ça avec nos examens. Et on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants en surpoids ou obèses en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire simplement que quand je suis en surpoids obèse, rappelez-vous, la graisse abdominale, j'augmente ma résistance à l'insuline, c'est-à-dire le risque de diabète, j'ai trop de cholestérol, j'ai trop de tension artérielle, et j'accumule cette graisse abdominale qui va favoriser le développement des maladies. Et comme par hasard, quand on regarde quelle est la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans en France, j'ai bien dit avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Eh bien moi, je vous rappelle quand même que quand j'avais, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'infarctus du myocarde, c'était à 45 ans qu'on le faisait, c'était pas à 30 ans. Moi, quand j'ai appris la cardiologie, l'infarctus, c'était à 45 ou 50 ans. On ne le faisait jamais à 30 ans. Aujourd'hui, c'est la première cause d'arrêt cardiaque. Et quand je dis que nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans, j'en suis persuadé. Donc tout ça, on le sait. Tout ça, ça a été dit. Après, que fait-on? Pour terminer, bien sûr, je ne peux pas oublier le travail, parce qu'au travail, c'est aussi, il y a l'école et le travail qui sont les deux endroits où on est les plus sédentaires. Donc quand on met de l'activité physique ou sportive au travail, qu'est-ce qu'on a comme bénéfice? Ben d'abord, pour le salarié, on améliore sa sérénité, il a 3 ans d'espérance de vie en plus, il a un risque de dépendance, c'est-à-dire de perte d'autonomie retardée de 6 ans, et puis il a un petit peu moins de sous à dépenser pour sa santé. Pour l'entreprise, il y a un gain de productivité, une amélioration de la rentabilité et une diminution de l'absentéisme d'environ 15 à 25% selon les études. C'est le rapport d'une députée et d'une sénatrice. Et puis, pour la société civile, vous voyez, on économise par personne et par an environ 300 €, 300 à 350 €. Donc tout ça, c'est très important. Alors pour terminer, je voulais juste vous dire une chose, c'est cette phrase qui m'a beaucoup marqué. J'aime bien les phrases de Jim Rohn, il a toujours des phrases qui sont assez impressionnantes.
Je vous en conseille d'aller taper Jim Rohn et vous verrez beaucoup de ces phrases. Celle-là reflète exactement ce que je viens de vous dire. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Merci beaucoup. Ah, voilà, on voit François. Merci François. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Moi j'en ai déjà une. Maryse, on y va? Tu nous entends toujours bien François, il n'y a pas de souci? Très bien, tout va bien. Nickel. Bonsoir. Alors moi je suis Maryse Chrétien, je suis présidente d'une association d'écoles maternelles et justement je me dis mais quelles sont vos relations avec le ministère de l'Éducation nationale? Parce que par rapport à tout ce que vous dites là, j'espère que vous avez été reçu, que vous avez été entendu. Et d'autre part, je sais que j'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir en juillet pour un congrès à Saint-Brieuc, mais il faut qu'on vous entende partout, monsieur, parce que c'est important ce que vous dites. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va attendre encore? Alors, pour répondre à votre question, j'ai connu et je connais beaucoup de ministres de l'Éducation nationale. Régis pourra vous le confirmer, je ne suis pas réputé pour ma langue de bois et je leur dis exactement ce que je vous ai dit, exactement les mêmes termes. Je leur pose des questions, je leur dis expliquez-moi pourquoi chaque fois qu'on voit que les enfants ont des mauvais résultats en mathématiques, on rajoute une heure de mathématiques. Ils sont toujours aussi mauvais. C'est exactement comme si moi, devant mon malade, je lui donne un médicament, j'augmente la dose, ça ne sert à rien, je lui augmente quintuple la dose au lieu de changer le médicament. Et je leur dis, vous avez un autre médicament à proposer en même temps, c'est l'activité physique. Alors les 30 minutes d'activité physique quotidienne, c'est très bien. Il faut quand même savoir que les 30 minutes viennent d'une réflexion commune d'un collectif qui s'appelle le collectif Pour une France en forme, dont je fais partie, et qui avait pour but d'aider Paris 2024 pour héritage. Et on a été voir Tony Estanguet et toute son équipe en lui disant, faites passer les 30 minutes d'activité physique. Et on y est arrivé, mais je peux vous assurer que ça a été très difficile. Et pour vous rappeler, vous vous rappelez pas, mais je vais être très bref. Monsieur Blanquer, quand il est venu à la télévision, il y avait Tony Estanguet à sa gauche, il dit, il va y avoir 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, en maternelle, en primaire. Je me dis, c'est formidable. Et là, la phrase d'après qui tue, est typique de l'éducation nationale, c'est dans les classes volontaires. À quand la division dans les classes volontaires? Ça prouve que l'éducation nationale ne croit absolument pas dans l'activité physique. Il n'y croit pas. L'éducation nationale est la seule qui croit encore que le cerveau est à gauche et le reste du corps à droite. L'éducation nationale est la seule à penser qu'on perd son temps quand on fait de l'activité physique. Et tout ça, c'est dramatique, parce que comme vous l'avez dit, j'ai parlé d'une bombe à retardement. Nous sommes face à une bombe à retardement qui n'a presque plus de mèche. Quand je vois que j'ai des enfants, des diabétiques de 16 ans, alors que c'était les maladies des hommes mûrs de 50 ans, quand est-ce qu'on va dire qu'on en a assez d'avoir des enfants qui ont des maladies de vieux? Quand est-ce qu'un homme politique va avoir le courage de le dire? Alors par contre, Saint-Brieuc, c'est juste à côté de Rennes, donc je viendrai voir avec plaisir. En juillet prochain, je pense que je serai disponible. Merci François pour ta réponse. Alors, j'ai une autre personne. Oui, bonsoir, Frédéric Balzac, conseiller d'animation sportive à la DSDN également, à l'inspection académique. Donc, moi, effectivement, je suis chargé de mettre en place, déployer les politiques sportives du ministère et les chiffres qui ont été présentés, les statistiques montrent quand même une certaine réalité qui est accablante. Et par contre, sans faire de sociologie ou de psychologie sociale, je trouve quand même qu'en France, la culture sportive, on l'a pas. On l'a pas suffisamment, je pense, parce que en termes de mobilité, en termes de déplacement, en vélo, les infrastructures sportives, les infrastructures cyclables, il y a une volonté, je dis pas, je fais attention parce que je suis quand même tenu à un devoir de réserve, mais moi, en tant qu'agent du ministère, j'ai pas la sensation que on vit vraiment dans un pays qui a la culture sportive, comme dans les Pays-Bas, les pays du nord de l'Europe, d'autres. On a les chiffres, vous les avez produits, il y en a d'autres aussi, et je me pose la question effectivement sur cette culture du sport en France. Non mais vous avez entièrement raison, je partage tout à fait votre point de vue, la France n'est pas un pays sportif culturellement. Donc ça c'est quelque chose d'acquis. Mais là on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique, on parle de bouger, on parle de monter un étage à pied, ne pas prendre l'ascenseur pour un étage, c'est ça dont on est en train de parler. Et je prends toujours le même exemple, j'ai rien pour M. Chirac particulièrement, j'ai pas d'idée particulière, mais c'est quand même lui qui a dit il y a 15 000 morts sur les routes en France, on va passer à 3 000. On l'a fait.
On a mis des routes avec les barrières de sécurité, on a mis la ceinture de sécurité, tout ça on l'a fait. C'était une révolution. Moi qui l'ai vécu, c'était une révolution. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit, on va. Mais quand est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui dit on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de maladies de vieux chez les jeunes? Quand est-ce que quelqu'un va avoir le courage de le dire et dire à l'éducation nationale, c'est fini. Maintenant, il faut que tous les jeunes, en même temps qu'ils fassent leurs études, fassent de l'activité physique. Ça en fait partie. L'éducation physique et sportive, c'est une matière pas plus importante que les mathématiques, mais c'est pas moins important. Et là, on pourra faire quelque chose. Et vous avez entièrement raison. En plus, il faut rééduquer les parents. Mais pour éduquer les parents, je pense que les enfants peuvent éduquer leurs parents. Les tout petits peuvent le faire. On a des exemples. Je n'ai pas le temps de vous les donner, mais on a des exemples. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? J'en ai une, François. Est-ce que rentrer son bois, tu considères ça comme une activité physique de nécessité? Alors pourquoi je pose cette question-là? Puisqu'en effet, j'ai déjà eu beaucoup de débats avec plusieurs personnes, que ce soit des collègues, peu importe le diplôme ou quoi que ce soit, mais j'entends beaucoup parler à chaque fois de, voilà, je rentre mon bois, il y en a qui vont dire c'est une activité physique et j'ai l'impression, je bouge, il y a une dépense énergétique, ça fait fonctionner mes muscles, etc. Et il y a d'autres qui vont dire, c'est comme, tu sais, les discussions sur les étirements, il y en a qui sont pro-étirement, d'autres qui disent, etc. Et d'autres qui vont dire, c'est ce qu'on appelle une activité de nécessité, on n'a pas le choix, et comme on va pas prendre forcément les bonnes postures, ça ne fait pas du bien à notre corps. Alors, est-ce que tu as un avis sur cette question? Alors, oui, bien sûr, on a des données. Alors, d'abord, ça dépend comment je range mon bois. Est-ce que je le fais? Alors, prenez pas ça, mesdames, mais parce que ma femme me dit, t'as un quart d'heure pour ranger le bois, ou alors tu ne ranges pas ce soir. Là, c'est pas bon pour la santé. Par contre, j'aime couper du bois, j'aime le ranger, j'y prends du plaisir, ça va être bon pour la santé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les travailleurs physiques ne bénéficient pas de leur travail physique pour leur santé. Il y a plus d'infarctus, peut-être plus de cancers chez les déménageurs, chez les dockers, etc. Donc ça, c'est formellement prouvé. Pourquoi? Parce que le manutentionnaire qui débauche à 17h, à 16h45, il y a un camion qui arrive avec 50 cartons à ranger, il lui reste 15 minutes pour le faire, je peux te dire, Thomas, qu'il va le faire inondé de catécholamine, d'adrénaline, noradrénaline, et ça, c'est pas bon pour la santé. Ce qui est bon pour la santé, c'est l'activité physique ludique. L'activité physique qui me fait plaisir. C'est pour ça que la première activité que je dois choisir, c'est quelque chose qui me fasse plaisir. Donc pour répondre à ta question, je pense que l'un et l'autre ont raison. Si vraiment c'est un plaisir pour moi de ranger mon bois avec mon fils, je vais tout ranger, je suis content, ça va m'apporter quelque chose. Si vraiment je le fais sous la pression parce que je vois qu'il y a l'orage qui arrive et il faut que je me dépêche, ça ne m'apportera pas grand-chose. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas du tout? Non, je pense qu'il a été très clair. Hein? Pareil, j'espère que je ne vous ai pas plombé la soirée quand même. Absolument pas. Avant de te laisser, François, moi je te remercie énormément parce que ce qu'il faut savoir, alors c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est quand même pour moi ce que j'estime une personnalité publique, c'est comme voilà, les deux personnes que j'ai en face de moi, enfin je les connais sur les réseaux, je vois ce qu'ils font, je m'intéresse énormément à leur travail et il a pris comme Régis ou comme Pierre, ils ont pris un temps énorme avec moi de discussion. Vous savez que je parle beaucoup. Et surtout, voilà, ils étaient intéressés par la démarche. On a pu échanger, on a pu débattre. Et vraiment, alors je vais remercier les autres après, mais voilà, François, je voulais te remercier énormément pour le temps que tu as pris. Et à mon avis, prépare-toi, parce que tu auras des nouvelles de ma part d'ici pas longtemps, je pense. C'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et un petit coucou à Régis. À bientôt. À bientôt.